Ça, c'est moi, dans une version relativement récente de ma tête. Sur internet, c'est généralement sous le nom de Bohumil, ou plus récemment sur Discord de Rosraz, que vous me trouverez, même si ici, c'est le personnage animé du professeur qui à l'origine s'appelle Bohumil. Mais en vrai, ça me va si vous m'appelez comme ça. Mon vrai prénom c'est Grégoire, et comme ça fait un bon moment que j'habite dans un pays slave, tout le monde m'appelle Grégor. Mais pour vous, Bohumil ou Rosraz, ça me convient mieux. Alors, pas vraiment d'animation prévue pour cette vidéo, juste cet écran de couleur, ça sera suffisant pour vous parler de mon parcours, et si comme attendu vous y apprendrez ce qui m'a mené aux langues slaves, c'est aussi un espace que je voudrais utiliser pour parler de choses pas très drôles, de santé, de handicap invisible, et puis j'essaierai aussi d'élargir un peu le sujet parce que, je sais pas si vous avez remarqué, mais il n'y a pas que moi dans la vie. Donc vraiment j'insiste, je vais parler de choses crues et difficiles. Si c'est pas le genre de choses que vous voulez écouter, si vous êtes psychologiquement un peu vulnérable, vous pouvez arrêter ici et personne ne vous en voudra. Bon, ça va commencer assez abruptement, donc vous êtes prévenus. J'ai une maladie de Crohn depuis que j'ai 11 ans, donc pile poil diagnostiquée pour l'entrée dans l'adolescence. La maladie de Crohn, c'est une maladie inflammatoire qui touche l'ensemble du système digestif et il n'est pas possible d'en guérir. Elle peut prendre des formes diverses, certaines restent relativement bénignes heureusement, et d'autres au contraire ne font pas les choses à moitié, et c'est plutôt cette deuxième version dont j'ai hérité. Parmi les symptômes, des fortes douleurs abdominales, une perte de poids très rapide, accompagnée de à peu près tout ce qu'on peut imaginer associé aux problèmes digestifs. Bon, je me réserve ici la pudeur de pas trop les détailler. Petite parenthèse, si ça devait vous arriver à vous d'être diagnostiqué de la maladie de Crohn, ne vous inquiétez pas trop parce que aujourd'hui la maladie est globalement bien prise en charge et les traitements efficaces sont assez nombreux. Mais à l'époque où ça m'est arrivé, les possibilités thérapeutiques étaient encore très limitées, les traitements étaient trop faibles, et la seule chose qui m'a aidé pendant des années, ça a été les corticoïdes à forte dose, et le fait d'être nourri globalement par perfusion. Il me semble important d'évoquer les corticoïdes et leurs effets, parce que ce n'est pas un médicament anodin. À forte dose, leur effet est impressionnant. En l'espace de quelques jours, on retrouve de l'appétit, une énergie débordante, en contradiction totale avec l'état de faiblesse qui nous semblait encore inextricable quelques jours plus tôt. Mais sur le long terme, les effets secondaires sont innombrables, et surtout chez les jeunes patients. Déjà, il y a la fonte musculaire, donc on perd des muscles, la dégradation des os, des fortes insomnies, des troubles du comportement, des gonflements des parties du corps, notamment du visage. En gros, vous prenez un adolescent et ses problèmes normaux et vous ajoutez tout ça et vous obtenez quelqu'un qui est, mais alors pas du tout agréable à côtoyer. L'énervement, les crises de rage, le besoin de crier sur un peu tout le monde, et de faire parfois des choses méchantes dans le but de nuire, sont autant de choses qui peuvent être déclenchées par ce traitement, et ça fait forcément beaucoup de victimes collatérales, globalement dans mon cas toutes les personnes de bonne volonté qui étaient dans mon entourage, et quand vous avez un gamin qui est désespéré et jette sa béquille de toutes ses forces de l'autre côté de la pièce sans trop faire attention à ce qui se trouve sur son chemin, disons que, c'était pas facile. Donc heureusement, je sais pas par quel miracle, j'ai jamais blessé physiquement personne, même si psychiquement, vous voyez ce que je veux dire. Bien heureusement aussi, on y reviendra plus tard, même s'il m'arrive toujours de repartir sur des périodes de traitement bien carabinées de corticoïdes, avec le temps on apprend quand même à gérer tout ça et à rester une personne agréable pour ses proches. De meilleurs traitements ont quand même fini par voir le jour, et depuis, l'histoire de ma vie ressemble un petit peu à un cycle du type le traitement est efficace, puis il est de moins en moins efficace, puis on reprend des corticoïdes et on passe au traitement suivant qui a tout juste été homologué et vient de sortir sur le marché. Au sortir du collège et du lycée, c'est donc une personne pas très intéressée par quoi que ce soit qui s'est décidée à faire des études de comptabilité en alternance, c'est-à-dire à moitié à l'université et à moitié en entreprise, pour gagner déjà un petit salaire sans pour autant quitter le domicile parental parce que, vivant en banlieue parisienne, il était plus facile de faire le trajet de 2 à 3 heures de train, métro, tramway et de 10 minutes de marche qui me séparaient de la fac que de chercher un logement plus proche. J'ai fait comme ça 3 ans d'études au lieu des 2 qui sont prévus pour l'obtention de ce diplôme, car bien sûr, au milieu de tout ça, j'ai dû faire une pause de 6 mois à cause de ma maladie de Crohn. Et c'est là que les choses commencent à devenir intéressantes au niveau de ma future vocation de slavisant. En voulant me rendre en train une fois chez une amie qui vivait à l'autre bout de la France, je me suis aperçu que je n'avais rien pris pour occuper les 5 heures de trajet qui m'attendaient. J'ai eu tout juste le temps de prendre le premier roman qui m'est tombé sous la main au kiosque de la gare, et me voici heureux propriétaire du roman de Paolo Coelho, Véronica décide de mourir. Pour être tout à fait franc, le bouquin m'a pas vraiment passionné. Mais si vous connaissez l'histoire, alors vous savez peut-être que Véronica, la protagoniste du livre, est une jeune Slovène
et elle décide en tout début d'histoire de se donner la mort en prétextant que personne dans le monde ne sait où situer la Slovénie sur une carte. Et comment dire, pour moi qui croyais que la capitale de la Slovénie s'appelait Ljubljana, il y a eu un petit déclic, parce que clairement, comme beaucoup de monde sûrement en France, j'avais ni talent ni curiosité particulière pour les langues étrangères, et j'aurais bien volontiers casé la Slovénie au sein des pays baltes, même si les pauvres ils ont déjà pas beaucoup de place pour eux à la base. Et puis, à force de regarder des photos, de me renseigner sur le pays, forcément l'envie d'y aller ne s'est pas faite attendre. J'y suis parti une semaine avec des amis, et que dire, le contraste entre la vie parisienne et de banlieue parisienne, passée entièrement dans les transports, et ce qui me semblait être à l'époque un petit paradis sur Terre, a fait que, décidément, il fallait que j'apprenne cette langue, même si il me semblait encore qu'elle comportait beaucoup trop de J. Le temps de prendre contact avec une étudiante slovène à Paris pour apprendre quelques rudiments, d'endurer les quelques mois qui me séparaient de l'obtention de mon diplôme de comptabilité dont je me suis empressé de tout oublier, de m'inscrire à un cours intensif de slovène pour les étrangers à Ljubljana et d'affoler à peu près toutes les personnes raisonnables de mon entourage, et j'étais en Slovénie à faire quelque chose qui me semblait relativement peu utile, c'est-à-dire apprendre le slovène. Et ça m'a plu, mais alors vraiment beaucoup, beaucoup. Et avec le recul, je m'aperçois aussi que j'ai eu des très bons enseignants, et ça c'est suffisamment rare pour être souligné. Je suis parti bien sûr sans me soucier du lendemain, et sans prendre aucune précaution particulière pour ma santé, à part le fait de prendre mon traitement avec moi. Et au bout d'1 an et demi, ce qui devait arriver arriva, et je suis rentré abruptement en France à cause de ma maladie, et j'ai eu le droit à une première opération. Alors une opération dans la maladie de Crohn, ça consiste à retirer la portion d'intestin qui n'arrive pas à être traitée de façon médicamenteuse, et à espérer que l'inflammation n'apparaîtra pas ailleurs dans le système digestif. Dans mon cas, le répit a duré 3 mois. Heureusement, un nouveau traitement venait de sortir, et même s'il n'était pas super efficace, il a fait son effet pendant quelques années, avec l'aide en continu de faibles doses de corticoïdes. Le retour à la réalité n'a pas été facile, et j'ai fait une croix un peu sur la vie à l'étranger l'espace d'un instant. J'ai mis à profit mon diplôme de comptable, et j'ai fait une année d'études supplémentaires, cette fois-ci en programmation web, avec dans l'idée la possibilité de pouvoir trouver un travail qui, dans des conditions non optimales de santé, aurait pu être effectué depuis chez moi. Mais après avoir terminé cette année, comme ça allait déjà un peu mieux, j'ai décidé de reprendre le slovène parce que l'envie est juste revenue au galop. J'ai appris l'existence de l'INALCO, c'est cette fac un peu particulière, à l'époque qui était située en banlieue parisienne, beaucoup plus proche de chez moi, dans laquelle on peut étudier une centaine de langues étrangères différentes. J'ai cherché à étudier une deuxième langue slave dont l'emploi du temps était compatible avec celui du slovène, et c'est tombé un peu par hasard sur le tchèque. Et honnêtement, c'était sûrement le meilleur choix à faire. Parce que les lectrices de tchèque étaient super compétentes, les enseignants étaient très orientés sur la linguistique, avec une grande volonté de relier le tchèque aux autres langues slaves, et donc vous l'aurez compris, la chaîne que j'anime actuellement, elle s'inscrit dans la continuité directe de ça. Donc pour moi qui souhaitais à l'origine me trouver un travail de comptable pépère et confortable le plus vite possible après le lycée, c'est ouvert une carrière d'étudiant, enchaînant le cursus complet, licence, master, doctorat, sachant que, comme la santé me le permettait, j'ai vite voulu partir en République tchèque. Et alors qu'il m'aurait été complètement impossible d'obtenir une bourse d'études en France pour ce type d'études, face au nombre de demandes, obtenir des bourses d'études à l'année en République tchèque, c'était, au moins à l'époque, depuis la France, une simple formalité que j'ai pu renouveler pendant les 6 ans qu'ont duré mon master et mon doctorat. À tel point d'ailleurs que mes amis tchèques, pour qui les choses n'étaient pas si simples, ont parfois eu de bonnes raisons d'exprimer leur jalousie. Et d'ailleurs pas seulement mes amis tchèques, parce que si on regarde les choses, si la France est bien dotée en bourse d'études via l'ambassade de République tchèque, c'est loin d'être le cas pour tous les pays. Les études, que ce soit à l'INALCO ou ensuite à l'université Charles de Prague, ont aussi été pour moi l'occasion de caser dans mon emploi du temps, au gré de la place qui me restait, 1 ou 2 semestres d'ukrainien, de russe, de lituanien, de polonais, de serbe, voire même de turc ou encore de vietnamien, en plus d'aborder le croate de façon beaucoup plus complète, c'est en fait devenu ma 3e véritable langue slave. Lorsqu'est arrivé le temps de faire un choix de sujet pour ma thèse, je venais de découvrir le domaine de la didactique de l'intercompréhension entre les langues romanes, via un ouvrage qui s'appelle Eurom 5, et que je conseille d'ailleurs à tous ceux que les langues romanes intéressent. Par didactique de l'intercompréhension, donc j'entends le fait de trouver des méthodes pour enseigner à comprendre les langues d'une famille dont on parle déjà une langue, sans passer par un apprentissage classique, mais au contraire en abordant toutes les langues de cette famille de concert, de façon à compléter la capacité naturelle que l'on a à l'intercompréhension avec des informations ciblées,
le moins d'informations possible, juste celles qui nous manquent. C'est donc la question de l'intercompréhension entre les langues slaves, sous son angle didactique, qui m'a occupé pour ma thèse de doctorat, et j'ai utilisé pour cela mes 3 langues slaves, le slovène, le tchèque et le croate. En parallèle, un ami slovène m'a fait part d'une offre d'emploi à la faculté de lettres de l'université Charles de Prague pour enseigner la grammaire du slovène. Comme ce genre d'occasion ne se présente pas 2 fois, j'ai envoyé mon dossier et à ma grande stupeur, j'ai été choisi. J'ai eu 1 semaine avant le début du semestre pour préparer des matières tournant autour de la phonétique, de la morphologie, du lexique, de la syntaxe, de la grammaire historique du slovène, allant de la première année de licence à la première année de master. C'était aussi 1 semaine pour réfléchir à ce qu'un locuteur natif de tchèque devait apprendre du slovène, car a priori, je n'allais pas passer 3 mois sur le nominatif singulier, comme cela aurait été le cas en France. Je vous le dis tout de suite, aucun miracle ne s'est produit. La première génération d'étudiants s'est retrouvée avec des cours absolument nuls, un prof qui mélange toutes les langues dans sa tête, du matériel qui était destiné à remplir 1h30 et qui au final se boucle en 20 minutes, c'était une catastrophe. Clairement, ici, le seul à avoir appris quelque chose grâce à ces cours, c'est moi. Mais bon, comme je suis resté 5 ans en poste, il y a quand même eu des étudiants qui ont eu un peu plus de chance. N'oublions pas les matières optionnelles que j'ai eu la liberté de créer. Il était très bien vu de proposer des contenus en français et en anglais pour les étudiants en échange universitaire, et c'est là qu'est apparue l'idée de présenter le tchèque et 4 des langues slaves voisines, afin de montrer ce qui les rapproche, en quoi elles diffèrent, comment en aborder la lecture, la compréhension, et tout ça à des étudiants non slaves, à des grands débutants, pour accompagner les quelques cours de tchèque qu'ils recevaient déjà grâce à leur échange universitaire. Cette matière, qui était pensée pour occuper 1 semestre, a connu un certain succès. Elle a toujours été très appréciée, j'ai pu la perfectionner à chaque nouvel essai, et c'est clairement ce qui m'a apporté le plus de satisfaction toutes ces années. Encore une fois, vous vous en doutez, l'idée de la chaîne YouTube date aussi de cette époque, même s'il faudra encore attendre plusieurs années avant qu'elle ne se concrétise. Si, niveau santé, cette période a été assez calme, des problèmes d'un genre nouveau ont fini par apparaître, des douleurs musculaires et un peu partout. Comme je le disais, le traitement plus ou moins efficace que je recevais a été complété pendant des années durant par des doses relativement faibles de corticostéroïdes, mais sur le long terme, les dommages musculaires se sont fait ressentir, et ce malgré une activité physique équilibrée. Et puis il y a eu de nouvelles rechutes de ma maladie, mon énergie qui est retombée au plus bas, l'impossibilité de mener de face à la création de cours, les exigences en publication du monde universitaire, les tâches administratives que chaque enseignant devait mener pour pallier au manque de vrais secrétariats à temps plein dans notre section d'études. Bon, fort de l'expérience en Slovénie, où j'avais contacté aucun médecin, là au moins c'était pas le cas. En République tchèque, j'avais tous mes médecins, j'ai pu être pris en charge rapidement, changer de traitement à 2 reprises sans revenir en France, voilà, au gré de mes besoins. J'évoquais l'exigence de publication du monde universitaire, et je préfère vous prévenir. Si jamais vous tombiez dessus, parce qu'elles doivent être quelque part sur internet, déjà elles sont assez rares, elles sont rédigées sans entrain, elles sont reprises en moins bien de ce que j'ai pu écrire dans ma thèse, donc c'est vraiment pas la peine d'aller les chercher. Et d'ailleurs, même ma thèse, qui a pour le coup été très bien reçue dans le monde académique, est déjà un peu périmée par rapport au contenu que je vous propose sur cette chaîne. Comme la question du futur professionnel a fini par se poser à moi et à ma compagne de façon simultanée, nous avons finalement changé de pays, et ce en plein milieu de la pandémie, et quelle bonne idée, sans quitter le monde slave pour autant. J'avais en vue un poste universitaire sur lequel j'ai rapidement dû faire une croix. En fait, après le déménagement, j'ai eu tout juste le temps de m'installer, de régler les derniers papiers pour être intégré au système de santé, que j'ai subi une grosse rechute de ma maladie, qui n'a pu être traitée que par une assez grosse opération. Pour m'occuper, pendant ma récupération, j'ai commencé à faire des petites vidéos qui reprenaient le principe de la présentation des 5 langues slaves que j'avais enseignées à Prague. C'était la naissance de Rozum Razum. J'ai rapidement décidé d'élargir mon champ d'études de façon à englober les principales langues slaves, et ce grâce à l'avis éclairé de l'animateur de la chaîne Lingo Lizard, qui m'a été de très bons conseils. L'été qui a suivi a été à nouveau marqué par une rechute de ma maladie et un traitement de doses énormes de corticostéroïdes. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que je me montre pas à l'écran, parce que la tête que je vous ai montrée en début de vidéo, elle varie entre super maigre et arrondi généreux, on va dire. Et ce, voilà, en l'espace de quelques semaines, on passe de l'un à l'autre. Comme je disais plus tôt, maintenant que je suis adulte, les effets sur la personnalité qu'occasionnent les corticoïdes sont quand même bien différents. Alors, des petites crises de nervosité vite contrôlées, ça arrive toujours. Mais globalement, dans ma tête, tout va bien, rien n'est difficile. Et je bénéficie d'une acuité mentale qui change beaucoup de la brume qui occupe généralement mon cerveau. À cette époque, j'ai pu lire sereinement le livre Jazykové Millennium de Jiří Marvan,
c'est un ouvrage de linguistique particulièrement complexe qui m'avait jusqu'ici toujours semblé hors de portée. Je me suis aussi lancé dans la création de 2 vidéos couvrant le sujet le plus complexe qui m'avait alors traversé l'esprit, c'est-à-dire comment compter dans les langues slaves. J'avais alors à peine 200 abonnés sur ma chaîne, et le nombre de vues a été particulièrement faible sur le moment. Alors je vous préviens, la suite est un peu brutale. Le jour de la publication de la 2e vidéo, s'est enclenché dans mes intestins une hémorragie interne spontanée incontrôlable. Ma réaction a été très pragmatique, munie de ma bonne humeur, de ma curiosité intellectuelle, j'ai fait tout ce qu'il faut pour que les secours arrivent rapidement, j'ai été pris en urgence absolue, à moitié inconscient, mais très heureux des quelques contacts humains rencontrés sur le chemin. Et le temps de passer par l'étape de transfusion sanguine, j'ai été opéré d'urgence, opération qui m'a délesté de mon gros intestin dans son intégralité. Mes souvenirs de cette époque restent fidèles à ce que les corticoïdes ont fait de moi. J'ai trouvé la période stimulante, les conversations enrichissantes, et j'ai apprécié chaque étape de ce qui m'arrivait, jusqu'à ce que, bien sûr, le traitement se termine, et le retour à la réalité, a pas été super agréable. À ce stade, je dois préciser que j'ai quand même la chance d'être très bien entouré, et de pouvoir me permettre de prendre mon temps. J'ai aussi la chance d'avoir acquis la faculté, avec certes un peu d'entraînement, à ne regarder ni le bon ni le mauvais côté des choses, mais tout simplement à me lever le matin et à faire le plus objectivement possible ce qu'il faut pour m'aider. Si j'ai besoin de repos, je me repose. Si je peux me permettre de faire de l'activité physique, j'en fais, et je case le travail là où je peux parce que il faut quand même vivre de quelque chose, même si je dépends aussi un peu de l'argent des autres. Et donc me voilà arrivé dans une phase de ma vie sans gros intestin. Et le gros intestin, on n'en est pas conscient quand on en a un, mais c'est ce qui absorbe la majorité de l'eau dans l'organisme. Et donc voilà, je suis toujours dans la limite où je peux encore me nourrir et m'hydrater sans l'aide de perfusion. Mais c'est quand même très compliqué. La meilleure discipline du monde est nécessaire pour faire en sorte qu'à la fin de la journée, les nutriments nécessaires aient été absorbés, pareil pour ce qui est de l'eau. Quand je me mets à travailler sur mon ordinateur, je sais exactement à l'avance ce que je vais faire, et je ne reste pas une minute de plus afin de ne pas gaspiller mon énergie. Je répartis ça sur des petites séances tout au long de la journée. Et puis après j'ai plus beaucoup de temps pour quoi que ce soit d'autre. Je fais des apparitions sporadiques sur le serveur Discord quand j'ai besoin de poser des questions, et pour ceux d'entre vous qui m'avaient contacté par mail, souvent fort gentiment d'ailleurs, j'ai toujours fini par renoncer à répondre, donc toutes mes excuses, ça n'avait rien de personnel. Mon handicap est invisible. Quand je marche dans la rue, je marche normalement, mais si je marche 10 minutes de trop, alors je peux avoir des saignements. Quand les gens me voient, ils me disent généralement que j'ai bonne mine, et bon, c'est très bien comme ça. Ça m'arrive encore bien trop souvent de laisser ma place à des personnes âgées dans les transports, alors que c'est en complète contradiction avec mon besoin de rester assis. Des gens comme moi, il y en a vraiment des tonnes, et moi encore j'ai la chance énorme de vivre dans un pays qui n'est pas en guerre, et dont le système de santé est fonctionnel. Et je suis tout à fait conscient du fait que c'est pas le cas de certains d'entre vous. J'en profite donc pour apporter tout mon soutien moral à toutes celles et à tous ceux qui n'ont pas cette chance, et qui ont vu leur prise en charge de leurs problèmes de santé compromise par tout ce que l'être humain peut inventer pour gâcher et détruire des vies. Et puis aussi rappeler qu'il ne faut pas partir du principe que les gens que vous avez en face de vous vont bien, même s'ils ont l'air d'aller bien, et que la moindre des choses, c'est de toujours s'adresser à eux avec respect. Enfin, et après promis, j'arrête avec ce côté moralisateur, ne partez pas du principe que quand on veut, on peut, que tout vient du mérite, que les gens n'ont qu'à faire des efforts pour s'en sortir. La seule règle qui vaut, c'est quand on peut, on peut. Parfois, c'est un simple déblocage psychologique qui peut nous pousser à nous activer pour réussir, et dans ce cas-là, tant mieux, c'est très bien de le faire, mais c'est loin d'être une règle absolue. Et même en ce qui me concerne, tout ce que j'ai pu réaliser dans la vie, c'est clairement parce que malgré mes problèmes, j'ai eu aussi accès à une sacrée bonne dose de privilèges. Donc moi j'ai la chance d'avoir pu aller suffisamment loin dans la vie pour avoir pu voyager, développer une passion qui est devenue un domaine de spécialité que je peux maintenant partager, et que je compte partager encore et toujours gratuitement, parce que la gratuité de l'enseignement c'est une valeur qui m'est chère. Soit dit en passant, comme Rosum Razum est depuis peu suffisamment regardé pour que YouTube me laisse enfin le contrôle de la publicité, les vidéos sont désormais accessibles sans cette pub que je trouve horrible et qui n'a rien à faire dans un contenu éducatif. Je voulais aussi profiter de cet espace de parole en fait pour faire un peu de pédagogie, et là je pense potentiellement à vos proches. On sait rarement comment s'adresser à une personne malade, et c'est tout à fait normal d'être maladroit. D'une façon générale, j'aurais tendance, sur la base de mon expérience, donc sur une base un peu subjective, à dire que clairement, ce n'est pas de la
pitié qui est recherchée, ni le fait d'être plaint. Si je parle de mes problèmes, c'est parce que j'ai besoin qu'ils soient compris et qu'ils soient respectés, mais j'ai pas besoin qu'ils soient pleurés. Une relation saine entre quelqu'un de malade et quelqu'un en bonne santé ne devrait éviter ni le sujet de la maladie, ni le sujet des problèmes ou des joies de la personne qui est en bonne santé. Il est de l'intérêt de la personne malade d'apprendre à être heureux pour les autres et à ne pas sombrer dans l'envie, même si forcément il y a des passages plus difficiles, c'est pas toujours évident. Je trouve aussi inutile de dramatiser les choses, d'ajouter de la souffrance à celle qui existe déjà et qui est bien suffisante. Il n'est pas forcément utile de se donner comme mission de s'acharner à trouver à tout prix des solutions, des conseils, même si bien sûr certains conseils peuvent quand même être bienvenus. De la patience, des mots gentils, du soutien, par contre ça fait vraiment toujours plaisir. Ce qui est bien sûr utile, c'est d'être à l'écoute de la personne malade, de ne pas hésiter à s'adapter à ses besoins même si cela implique d'annuler des activités qui étaient prévues par exemple. Il est indispensable pour la personne malade aussi d'apprendre à chercher à trouver de l'aide quand elle en a besoin, mais aussi de faire au maximum de son autonomie pour ne pas surcharger les autres. L'équilibre entre ne pas se surmener soi-même et ne pas surmener les autres, c'est clairement pas toujours possible à trouver, mais c'est quand même quelque chose à garder en tête. Dans l'idéal, si vous offrez votre aide, c'est dans la mesure de ce que vous pouvez vous permettre de faire. Ne le faites pas au détriment de votre propre santé. Tout ce que je dis, c'est certainement très simplifié, à relativiser, à nuancer, mais je pense globalement que je suis loin d'être le seul à penser comme ça. Alors, vous l'avez peut-être remarqué, cette vidéo est clairement réalisée sous l'emprise de fortes doses de corticostéroïdes, et peut-être qu'un jour, quand l'effet sera retombé, l'envie irrépressible de la supprimer me prendra. Comme je l'ai annoncé bien pudiquement sur ma chaîne il y a quelques mois, ça ne va à nouveau pas bien, et pour l'instant les ajustements de traitement ne font pas effet. Dans ma tête, ça va. Je me suis remis avec plaisir à la lecture d'ouvrages linguistiques complexes, je mène des conversations stimulantes avec des gens sympas, et je fais un stock de scripts et d'idées de vidéos. Une chose est sûre, je ne compte pas renoncer à travailler sur cette chaîne qui m'est bien trop précieuse. Mais bien sûr, en pratique, il m'est encore impossible de dire si je vais bientôt être réopéré ou pas, quelles en seront les conséquences, et quand arrivera la prochaine vidéo de linguistique. Bon, on peut faire mieux en guise de bonne année, mais clairement, c'est quand même ce que je vous souhaite, une bonne année 2026, la meilleure possible, en bonne santé si vous le pouvez, à l'abri, en sécurité, entouré de gens qui vous aiment, à profiter de ce que vous êtes en capacité de faire sans nuire aux autres pour autant, et puis bien sûr, merci à tous ceux d'entre vous qui m'apportez déjà votre aide d'une façon ou d'une autre, je le dis à chaque fois, mais bon, c'est très très apprécié.